sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Je suis très heureux dans cette émission d'accueillir Aïcha Toutouré, présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Bonjour et bienvenue à l'émission Aïcha Toutouré. Bonjour Jean-Marie et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je disais qu'il fallait nécessairement incorporer la communauté et surtout incorporer la dynamique des personnes comme toi qui sont sur le terrain. Vous êtes sur le terrain tout le temps. Comment est-ce qu'on trouve le temps de tout faire? Est-ce qu'on réussit à tout faire? Est-ce qu'on réussit à tout faire? On est obligé de prioriser. Oui. On est obligé d'avoir du support. Ouais. J'ai la grâce d'avoir beaucoup de support de ma famille, de mon mari, Ouais. dans toute l'implication parce que le bénévolat, quand on le fait de côté, on a notre vrai travail, on a la famille, on a les enfants. Donc, Ouais. de jongler avec le tout, c'est un support de la famille, mais aussi des personnes de l'organisation, des gens avec qui on travaille, Ouais. les organismes partenaires, donc les gens qui sont là pour pousser un peu le dossier un peu plus loin. Chacun, je pense, contribue à sa façon. Chacun est là pour une motivation. Quand on fait du bénévolat, c'est cette motivation d'aider le prochain qui nous motive et qui nous fait avancer. Ouais. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'on a de longues soirées, on a de courts week-ends, de courtes nuits, de longues discussions. Oui. Des longues discussions et beaucoup de textes maintenant, dans le monde du texte, beaucoup de textes en soirée. Donc, Ouais. essayer de faire avancer les choses, contribuer à notre façon aussi, à Comment notre se société. porte l'organisme, en fait? Créé depuis une dizaine, quinzaine peut-être? Oui, quand même. Et Ouais. ça fait justement plaisir. L'année dernière, on fêtait officiellement notre 10 ans. Bon, avec la pandémie, on n'a pas pu faire une grande célébration. Mais ça fait plaisir de te parler aujourd'hui parce que Jean-Marie, vous êtes quand même un des fondateurs de cet organisme-là. Il y a plusieurs années, on a fait un bout de chemin. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je pense que la communauté, ce qui est intéressant, c'est que la démographie de la communauté noire à Gatineau a beaucoup évolué dans les 10 dernières années. On le voit beaucoup, on le sent sur le terrain. Donc lorsqu'on organise des activités, on sent beaucoup cet intérêt-là de nos membres, mais aussi de la communauté plus grande, de la famille gatinoise plus grande. Ouais. Donc il y a beaucoup d'intérêt. Et je pense que les soulèvements qui ont été apportés suite à la pandémie, mais aussi tout le soulèvement social qu'il y a eu dans les derniers mois, ont fait qu'il y a eu un intérêt pour mieux comprendre la réalité des communautés. Donc, il y a un dialogue qui a été établi avec des organismes ou des personnes avec qui ça n'était pas nécessairement fait avant. Ouais. Donc, je pense que tout ça, ça fait changer les choses, ça fait bouger les choses et ça fait que les gens se réalisent qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer parce que souvent les gens vont penser que l'implication c'est plutôt politique, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça, mais l'implication est multiple. Ouais, et à plusieurs visages. Voilà. Et à travers les différentes organisations aussi, on peut avoir une implication qui a un impact dans notre société, sur nos familles, sur nos gens, sur Gatineau. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant à voir. Et la réception de la communauté vis-à-vis de tout cet engagement que vous menez dans l'opérationnel sur le terrain, les gens ils disent quoi? Les gens adhèrent beaucoup. C'est super intéressant parce qu'on reçoit des messages, vous devriez faire ci, vous devriez faire des activités dans ça, les organisations aussi nous contactent pour pouvoir faire des collaborations, des partenariats. On nous contacte même à l'extérieur de la ville aussi pour voir. Puis je pense que ça c'est une des magies de la pandémie. Ouais. On a un peu brisé les frontières. Hein. Avant, à Gatineau, on organisait une chose entre nous. Gatineau. Voilà, Gatineau. Bon, de temps en temps avec Ottawa, voilà, c'est ça. On essayait depuis quelques années quand même, on travaillait beaucoup avec Black History Ottawa, d'essayer de collaborer avec les gens, de voir qu'est-ce qui se passe, parce que moi, je suis une des ferventes admiratrice on ne recrée pas la roue à chaque fois. Ça, on ne travaille pas en silo, donc de pouvoir justement
être en collaboration, en contact avec d'autres organisations qui font des choses, pouvoir participer à ces activités, s'en inspirer, pouvoir y collaborer, pouvoir avoir des gens qui participent ou qui puissent regarder les conférences. Moi, pour moi, ça a été vraiment un gros changement. Et ça nous a fait réaliser aussi qu'on pense souvent qu'on est seul dans notre problème, mais les enjeux sont pas mal similaires. C'est sûr que les réalités géographiques ou individuelles vont être différentes, mais il y a certaines similarités aussi. Donc, comment, en tant qu'individu ou en tant qu'organisation, on travaille ensemble pour s'attaquer à ces enjeux-là. Et brainstorm, avoir des idées, dégager des solutions, voir des choses qui ont marché quelque part, comment on peut recréer ça de notre côté pour voir si ça fonctionne aussi. Les rapports avec la ville, les autorités de la ville qui ont quand même la particularité de soutenir, de travailler de très proche avec la structure également. Absolument. Ça facilite, c'est un grand... Ça facilite et ça permet de voir que jusqu'à une certaine façon, on a l'écoute de ces organisations-là. Déjà, le Conseil, depuis plusieurs années, travaille avec la Ville pour l'organisation du Mois de l'Histoire des Noirs, donc on était très présents pour cette coordination-là. Mais depuis plus récemment, dans les dernières années, on est aussi membre de la table de concertation du vivre ensemble et de l'immigration qui a été établie à Gatineau. Donc, c'est pouvoir se rassembler avec d'autres organismes qui œuvrent à Gatineau, qui ont différents dossiers, mais aussi de voir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'on peut avoir des synergies, ne pas recréer des roues, mais voir là où il peut y avoir des lacunes ou des manques à combler. Donc, de pouvoir discuter et puis d'avoir une oreille plus facile lorsqu'il y a un problème qui se soulève, on a rapidement le moyen de rassembler, de rassembler les membres de cette table-là et puis d'en discuter. Il y a aussi avec le service de police de Gatineau qui est en train d'établir un comité justement sur la diversité, service de proximité avec la ville, avec les citoyens. Donc là encore, le conseil est à cette table-là. Donc pouvoir entendre les enjeux de la police, mais aussi d'avoir cette connexion directe avec la police parce que je pense que souvent, c'est vraiment d'avoir le contact rapide. Il y a quelque chose à régler, on appelle quelqu'un. C'est pas un problème qui dure 6 mois. Quand on a un contact qui fait qu'on peut commencer les conversations plus rapidement. Ça veut dire que son réseau doit être un réseau d'action, d'opération rapide parfois. Exactement. Parfois, ça peut aussi être un réseau de lobby, de négociation pour faire avancer les dossiers qui prennent un peu plus de temps. Mais ça doit quand même prendre un challenge. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité, les gens bougent beaucoup, le leadership change. Et à chaque fois, il faut s'ajuster, il faut réinventer, réexpliquer les choses. Les transitions ne sont pas toujours les meilleures choses qui sont gérées. Absolument. Vous faites comment? Souvent, on réalise qu'il y a des choses qui sont à double vitesse. Il y a des choses qui vont très vite. C'est la saveur de l'heure, ça va très vite. Il y a d'autres choses qui prennent beaucoup plus de temps. Donc, c'est de s'ajuster aussi par rapport à ça. Et puis, je pense qu'une des choses qu'on a appris à faire, c'est d'être agile, de rester agile par rapport à nos priorités, mais par rapport aussi au monde qui bouge autour de nous. Souvent, on arrive, on a notre plan, on veut, OK, telles activités, mais finalement, c'est pas ça la demande. On reçoit je reçois des demandes, des appels. Ce serait bien d'avoir telle chose. Si on se rend compte qu'il y a des intérêts particuliers pour ça, allons-y. Dernièrement, par exemple, on a été sollicité quand même par rapport à tout ce qu'il y avait eu comme enjeu en termes de racisme dans les sports. Donc, c'est voir comment travailler avec ces personnes-là et voir des solutions possibles, des pistes de solutions. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place? Et l'une de nos réalités, c'est que depuis très longtemps, on travaillait bénévolement. Comme je disais, on n'avait pas vraiment de financement. Donc, c'était vraiment à la sueur du front de nos membres qu'on le faisait. Chacun du CA. mettait non seulement la tête, le temps, l'argent, tout. Donc, on rigole, mais c'est le genre d'organisation là où c'est plus nous qui dépensions de notre poche, on se déplace, Donc, c'est de voir comment malgré cela, comment on fait pour justement créer des opportunités pour pouvoir mettre en place des mécanismes, pour pouvoir soutenir ces gens-là, mais aussi créer des groupes de support, en fait. Donc, il y a des gens qui sont passés à travers certaines situations difficiles, mais comment on fait pour que ces personnes-là qui ont la motivation de pouvoir aider le prochain, les autres qui pourraient passer à travers de cette situation-là, comment pouvoir les aider? Donc, on est en train d'analyser les différentes possibilités qu'il y a à ce niveau-là. Et je pense que j'ai vu notre communauté vraiment motivée. On a beaucoup d'anciens qui aident encore beaucoup, qui sont même plus membres, mais qui sont là, qui sont disponibles. Quand ils sont disponibles. Donc, c'est essentiel, en fait, pour la survie des organisations. Et je pense que ceux qui sont aidés également, parfois,
reprennent la relève, ont l'envie de redonner un peu le soutien, l'apport, la contribution de ce qu'ils ont. Et c'est ça qui nous anime en fait, c'est vraiment ça qui nous nourrit par rapport, je trouve, beaucoup quand on discute avec les gens. Moi j'adore lors des AGA poser cette question-là ou des rencontres, les premières rencontres qu'on fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous joindre et tout. Et on réalise vraiment que c'est ça, cette volonté de vouloir redonner à la société, de vouloir donner à son prochain, ou parce qu'on a vécu une certaine situation, on veut s'assurer que d'autres ne vivent pas cette situation-là. Et c'est ça aussi l'échange, c'est ça le vivre ensemble aussi, parce qu'on veut créer ça en tant que société, que les gens ne retombent pas toujours dans les mêmes embûches. Donc comment on s'assure que les prochaines générations, mais les autres gens dans la société, mais aussi les prochaines générations, n'aient pas à vivre les mêmes combats. Donc on veut faire avancer un peu, comme on le dit en anglais, move the needle. Donc faire avancer quelque part, faire notre contribution pour que les prochains aient la suite du combat à faire. Surtout que toi et moi, nous avons des enfants, nous sommes des parents. Et je me pose la question tout le temps de savoir, mais dans quel univers qu'on va leur laisser. Et ça me taraude l'esprit. Je ne sais pas si tu vis la même réalité. Absolument. J'y pense tous les jours en fait. Et c'est vraiment, quand on fait ça, c'est pour nos enfants. Hein. C'est pour changer les choses pour les enfants, pour qu'ils n'aient pas à faire le même combat. Et je trouve que c'est beaucoup cette recherche identitaire-là aussi. Moi, je suis né au Mali. Je suis arrivé la première fois à Montréal à 4 ans. Donc j'étais assez jeune. On est reparti au Sénégal pendant quelques années. On est revenu. Donc c'est toute cette identité multiple que j'ai, ce sentiment d'appartenance que j'ai pu développer dans différents pays où j'ai habité. Et je trouve que pour nos enfants, ça va être ça aussi, ça va être ce sentiment d'appartenance. Ils sont nés ici, de parents qui sont venus d'ailleurs. Donc c'est vraiment comment leur inculquer ces différentes valeurs, ces différentes identités. Puis je parle beaucoup d'intersectionnalité aussi, mais c'est toute cette intersection de ces multiples facettes qui fait de nous des êtres humains, qu'on est différents, mais on doit s'embrasser dans notre différence aussi. Et je pense que c'est ça qui nous façonne en tant qu'être humain. Donc je pense que c'est tellement important, même quand on parle du vivre ensemble, c'est tellement important de pouvoir travailler avec les autres, de pouvoir s'accepter dans notre différence et de pouvoir justement embrasser cette différence qui fait que on est tous différents, on a tous des choses, des affinités différentes, des façons de penser différentes. Et lorsqu'on parle même d'inclusion, il y a l'inclusion physique, mais aussi intellectuelle, de pouvoir accepter les gens qui ont des idées différentes et de pouvoir échanger, de pouvoir construire des choses à travers des différentes perspectives. Donc c'est vraiment tout autour de toi, dans le cadre, est-ce que ça crée parfois des tensions, des sources de tensions sur les regards différents, les compréhensions différentes, les gens qui s'expriment différemment de ce sujet? Absolument. Et je pense que c'est intéressant parce que même en tant qu'une communauté noire, on n'est pas une communauté homogène, hein, donc on n'a pas tous la même façon de voir certaines choses. Mais c'est justement d'avoir des tables là où on peut discuter et pouvoir échanger pour ça. Puis moi, je fais la blague souvent que on est 5 frères et sœurs, on n'a pas toujours les mêmes idées. Donc, si nous qui avons eu la même éducation, les mêmes parents, on n'est pas toujours au diapason sur les mêmes choses. Mais c'est sûr que d'autres personnes qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas eu la même éducation, qui ont eu des expériences vécues différentes, ils vont avoir des interprétations différentes de la vie. Mais c'est comment on fait pour échanger, pour pouvoir se retrouver dans ça et de pouvoir trouver un terrain d'entente. J'aime beaucoup dire aussi que souvent, on met trop d'emphase sur ce qui nous différencie, alors que si on se concentrait sur ce qui nous rassemble et ce qu'on a en commun, il y aurait beaucoup de choses qui nous permettraient de pouvoir vraiment créer ces ponts-là et ces liens entre nous en tant que personne. Et je pense que tu touches un bon point et je pense que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'émission, dont on va parler du vivre ensemble dans son opérationnalité et la définition, etc. Et je crois que nous allons prendre une courte pause pour le moment et puis on va revenir avec cette deuxième partie de l'émission. Donc je vous demande de ne pas quitter. Je suis accompagné de Aïchatou Touré qui est la présidente du conseil de la communauté nord de Gatineau. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause.
Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 heures, venez créer la magie de Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. Je vous invite à ma prochaine émission Yoga du rire, alors que je serai accompagnée de Gilles Dumulon qui sera en studio avec moi et nous apprendrons à rire des événements de la vie. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour après la pause, je suis accompagné de Aïchatou Touré, la présidente du conseil de la communauté nord de Gatineau. Aïchatou, notre émission ne s'appelle pas comme par hasard Vivre ensemble. C'est un mot qu'on entend partout, c'est un concept pour certains. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au vivre ensemble. Mais certains le considèrent comme un concept. Moi, je ne sais pas. Dans ton univers, toi, le vivre ensemble, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Ça mange quoi l'hiver? Ça mange quoi l'hiver? Mais moi, je ne le considère vraiment pas comme un concept abstrait, en fait. Pour moi, le vivre ensemble, là, c'est très simple. On vit dans des villes, on vit dans des communautés. C'est vraiment créer cette cohésion sociale entre nous qui nous permet, en tant que voisins, en tant qu'amis, en tant que collègues, de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir échanger, d'avoir un dialogue, de pouvoir s'entendre dans notre différence et s'écouter. Parce que souvent aussi, on se parle, mais on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, oui. Donc, comment on s'entend pour pouvoir créer un univers là où on n'est pas sur la méfiance dans nos quartiers, là où on peut aller dans nos parcs en sécurité, là où on peut échanger cordialement avec notre voisin. Mais même si on a un problème, la vie n'est pas toujours rose, je pense. Ouais. Mais c'est lorsqu'il y a des mésententes ou qu'il y a des problèmes, c'est comment on en discute et comment on le règle. Continuer à parler de manière civilisée. Ouais. Et pendant que nous étions en pause, on a fait une blague en disant le 10e d'une famille de 12 et toi la première d'une famille de 5. Oui. La dynamique de frères et sœurs. C'est vraiment ça. C'est comment faire les négociations. Dans la famille, ça commence tout petit dans la famille. Les négociations, le respect du choix de l'autre, le regard de l'autre. Voilà. Et puis donc, on grandit avec ça, et puis on est dans la société, au travail, on va à l'école, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. On transpose en fait notre façon de vivre, et je pense que autant le cadre familial que le cadre académique nous apprend une façon de vivre, une façon de faire certaines choses, une façon de mettre en application des choses. Et moi, j'aime beaucoup dire que moi, je suis une généraliste, je suis spécialiste en rien du tout, je suis une généraliste. Spécialiste en rien du tout, elle est bonne celle-là. Spécialiste en rien. Mais parce que j'ai beaucoup d'intérêt, en fait, j'aime beaucoup de choses, mais c'est ce que mes parents, mon père, ma mère, la façon dont ils m'ont appris à avoir un esprit critique, à aller chercher le fond des choses, à aller comprendre les choses. C'est ce que l'université m'a appris. Voici les concepts, sans nécessairement rentrer dans le granulaire, mais vraiment cette méthodologie que j'ai apprise, que pour moi, c'est transférable de partout, en fait. Et c'est vraiment ça. Autant dans la famille, comme je dis, ma sœur, je l'aime comme tout, mais il y a des fois où on ne s'entend pas. Ouais. Donc, c'est normal que lorsque je suis dans une organisation, des fois, on ne s'entend pas sur quelque chose. Ouais. Mais ça n'empêche pas que, at the end of the day, on s'aime en tant que frères et sœurs, on s'aime en tant que collègues. Ouais. Donc, certains n'y croient pas, certains croient au concept du vivre ensemble, certains... ce serait quoi les mécanismes de déblocage, par exemple, pour faciliter le concept pour la volonté de vivre ensemble? Mais pour moi, c'est vraiment ça commence par le dialogue. On peut mettre toutes les lois, toutes les réglementations, tout ce qu'on veut au niveau macro, là. Ouais. Tant qu'en tant qu'être humain, on ne s'ouvre pas au dialogue, c'est difficile. Parce que les politiques aujourd'hui, on parle de discrimination systémique, c'est dans un système, on parle d'utilisation des mots, d'utilisation des langages, changer, essayer de défoncer le plafond, je ne sais pas, de sable ou de verre, ce qui a été construit, ou d'argile ou la montagne de neige. Tous ces concepts-là, tu le dis si bien, reviennent au fait de comment je traite l'autre, comment je me vois dans l'autre. Ouais.
Non, absolument. Et c'est intéressant que lorsqu'on revient, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure par rapport au concept, il y a quand même certaines choses que la société, en tant que société, on doit reconnaître. Et souvent, vouloir se voiler la face sur certaines choses qui se passent dans notre société aussi peuvent empêcher de pouvoir passer à autre chose. Les individus, on écoute aussi ce qui se passe au niveau politique, on écoute, on est influencé par ce qui se passe dans les médias, dans les journaux, sur les médias sociaux. Donc, si les médias sociaux nous disent que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, bon, ça crée une certaine influence. Donc, je pense qu'il y a une certaine vérité qui doit sortir de là. Et évidemment, découler des lois, des politiques, des comités, c'est important. Mais ça revient encore une fois à l'être humain. Parce que lorsqu'on crée ces comités-là, comme on fait la blague, les lois, c'est pas au fédéral que ça se passe là. Ça se passe dans nos communautés. Ça se passe chez nous, ça se passe dans notre cour. Dans notre environnement, dans notre habitacle, avec le voisin, avec la voisine, avec mon collègue de travail, avec mes collègues avec lesquels je participe à une activité sociale. Donc, comment on s'ouvre à ce prochain-là pour pouvoir mieux comprendre? Et je le disais tout à l'heure, même la communauté noire n'est pas homogène. Oui. Moi, en tant que Malienne, je ne comprends pas nécessairement les réalités de d'autres communautés noires, mais c'est important que je sois à l'écoute de ces communautés-là pour comprendre c'est quoi les enjeux. Certains enjeux spécifiques peuvent être pour certaines communautés, mais comment j'arrive à le comprendre sans le juger, en essayant de le comprendre pour vraiment voir comment on peut travailler dessus, comment on peut mieux verbaliser ça aussi pour les gens. Puis l'une des choses que j'ai beaucoup aimé dans les derniers mois, j'avais accepté de faire des chroniques à la radio. Là où je parlais justement de diversité. Raconte-nous cette expérience, c'était comment? J'ai eu l'occasion d'écouter quelques-unes. Merci. Félicitations déjà, c'était très bien. Les quelques-unes que j'ai écoutées. Mais merci, c'est vraiment gentil. Mais c'est vraiment ça parce que au début, je me disais, mais de quoi je peux parler? Mais après, je me suis rendu compte, mais c'est d'ouvrir notre perspective sur d'autres, pour que d'autres puissent la comprendre, que d'autres puissent rentrer dans notre bulle, comprendre un peu plus certaines des choses. Donc, j'essayais de parler de plein de sujets différents pour justement... À la fin, c'est sûr que l'idée, c'est pas que tout le monde devienne des professionnels de la diversité, c'est pas ça. Mais c'est vraiment d'initier ces conversations. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, certaines personnes m'écrivaient pour me dire, ça a créé une conversation dans notre milieu de travail ou avec ma famille. On a parlé de ça, on a parlé de ci. Parce que c'est ça la réalité, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres réalités. C'est la même chose lorsqu'on parle des communautés autochtones. On est étranger à la communauté autochtone, donc c'est important d'avoir l'oreille ouverte et de pouvoir écouter, de pouvoir lire sur leur histoire, de pouvoir échanger avec certaines personnes. Donc ça veut dire qu'avoir une table et se poser tout le temps le réflexe que qui est manquant autour de la table, qui est la communauté. Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues? Qui ne sont pas entendues, les personnes qu'on n'a pas rejointes. C'est essentiel. Tu as une maman noire, c'est quand même les femmes qui portent beaucoup cette communauté. Le fardeau est lourd comment? Le fardeau est très lourd. Et on parle souvent de la femme noire forte qui fonce. Ou la femme blanche forte, ou la femme autochtone forte, ou la femme qui fonce. En tout cas. Mais la réalité est que c'est difficile, c'est pas facile tous les jours. Et comme on l'a dit, avec des enfants, avec le travail, avec la vie, les aléas de la vie, la pandémie aussi. Et la performance qui va avec. La performance qui vient avec. On s'attend à ce qu'on soit toujours numéro 1. On n'a pas droit à l'erreur, souriant, oui. On n'a pas droit à l'erreur. Mais nous aussi, je trouve que nous aussi, en tant que femmes, on se met aussi cette pression. Cette pression d'être toujours au top, de ne pas montrer de failles, de ne pas montrer de faiblesse, de pouvoir répondre toujours à l'attente. Et particulièrement, moi j'ai un défaut et je sais que plusieurs autres femmes avec qui je parle dans les organisations ont ce défaut, qualité, on ne sait plus si c'est quoi, de ne jamais pouvoir dire non en fait. Toujours vouloir Donc, penser... on veut toujours aider. Dès qu'on nous contacte, est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ci? On est toujours prêt à aider. Et je trouve que c'est beaucoup d'organisations. Et encore une fois, l'appui qu'on peut avoir de nos pères, de nos familles peut beaucoup les permettre partenaires des couples. Comment est-ce qu'on peut s'impliquer plus, nous autres, là, en tant que partenaires? En étant à l'écoute, et je pense qu'au-delà d'être à l'écoute, de prévoir aussi. Parce que moi, je pense que mon conjoint, moi, de mon côté, déjà, il m'encourage beaucoup. Il est très impliqué aussi dans la communauté. Donc, lui aussi, il connaît très bien les enjeux du travail communautaire. Il est très impliqué, lui aussi, très rassembleur. Donc, il comprend ce côté-là. Et très souvent, moi, de mon côté, même les moments les plus difficiles, là où je me disais, il faut que j'abandonne, il faut que j'arrête,
très souvent, finalement, c'est lui je me suis retrouvée à être encouragée par lui. Ouais. Et me dire, écoute, prends une pause, réfléchis, voici ce que tu... Vraiment m'aider en fait à réfléchir, parce que souvent on se retrouve dans ce gouffre dans notre propre tête, là où on n'arrive même pas à s'en sortir, mais de pouvoir nous aider à avoir cette réflexion-là et d'être là pour nous. Donc moi je pense que ça a été vraiment essentiel pour moi. Ouais. L'ascension c'est aussi important, c'est aussi l'ascension au poste de gestion, de gestion des portefeuilles. Et c'est pour ça que pour moi c'était intéressant de t'écouter par exemple à la radio ou dans d'autres chapeaux que tu portes. Mais parfois on a l'impression que pour certaines communautés c'est un essai. On essaie et puis après 3 mois, 6 mois, il n'y a pas de continuité. Ouais. On a l'impression qu'on est dans un cycle de tout le temps les premiers ou les premières. Ouais. Et pour le vivre ensemble, c'est aussi quelque chose qu'on peut améliorer. Oui, je suis d'accord. Et je me rappelle très bien, Jean-Marie, c'est vous qui m'aviez dit ça une fois. Vous aviez hâte qu'on ne soit plus dans ce cycle du premier. Ouais. Et je me rappelle, ça m'avait tellement touchée. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, ça veut dire qu'on est encore juste au début. Le premier qui a fait ça, la première qui a fait ça. Alors qu'il y a tellement de gens brillants dans notre communauté, les gens sont brillants. Ils ont des hauts niveaux d'études. Depuis 4 siècles, depuis 5 siècles. Ils ont du talent. Ouais. Les gens ont du talent, les membres de notre communauté ont du talent. Mais ça revient un peu à cette question de diversité et inclusion. Hein. Ouais. Lorsqu'on parle de la diversité, tu accueilles des gens dans ton organisation, tu accueilles de la diversité, tu es content, tu fais ton check parce que tu as réussi à atteindre tes quotas. Mais la vérité, c'est est-ce que tu les as inclus dans les processus d'amélioration de ton organisation, dans les processus décisionnels de ton organisation? Est-ce que tu as veillé à ce que leur carrière avance? Souvent, on regarde, on se rend compte que les personnes des minorités se retrouvent dans les postes d'entrée de certaines organisations où ont plus de difficultés à avancer. Et justement, lorsqu'ils deviennent vice-présidents ou à la tête, ça devient la première personne qui brise ce plafond de verre. Moi, je suis peut-être gestionnaire et puis je me posais la question, je posais la même question. Comment est-ce que je serais avancé, madame telle ou monsieur tel? Quel conseil peut-être vous le donnerez imaginons quelqu'un qui est peut-être chef de la police ou chef de mairesse, je sais pas, ou maire qui a une position de gestion, d'autorité et qui pourrait prendre des décisions pour apporter des changements concrets. Mais je pense que ces personnes-là peuvent déjà créer le changement au sein de leurs propres organisations. Déjà, moi, je pense que lorsque les organisations sont à l'image de la société, ça change beaucoup. Lorsque les gens peuvent se voir dans des postes, un exemple, à la ville, par exemple, les gens se voient dans des postes de gestion à la ville, les gens voient des personnes qui leur ressemblent à des postes de leadership, ça leur fait comprendre que c'est accessible à tout le monde. Et moi, il y a une chose auquel je crois beaucoup, c'est tous les programmes de mentorat, mais de sponsorship aussi. On en parle beaucoup plus à la fonction publique même maintenant. Tout ce concept de sponsoriser des employés. Mm-hmm. Parce que souvent, c'est ça, c'est les opportunités qui manquent pour certaines personnes. Ils ont les mêmes talents, les mêmes diplômes, mais c'est l'opportunité d'avoir cette position ou d'avoir même un acting qui va leur permettre d'avoir l'expérience nécessaire pour pouvoir atteindre cette poste de leadership. Et moi, j'y crois beaucoup parce qu'au fond, dans ma carrière, je trouve que j'ai beaucoup été mentoré et sponsorisé par certains de mes gestionnaires qui ont beaucoup cru en moi dès le début. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités que j'ai pu voir des pairs ne pas avoir l'opportunité d'avoir. Donc j'y crois beaucoup et je pense que lorsqu'on on croit vraiment à ce dossier-là et qu'on veut faire le changement, des choses comme ça, concrètes, peuvent être faites au sein des organisations pour faire changer la dynamique et donner des opportunités à des personnes qui n'ont pas été à l'étape de gestion. Regardez autour de soi aussi, lorsqu'on a une table de gestion ou son équipe personnelle, lorsqu'on regarde et qu'on se rend compte qu'on n'a pas de diversité autour, c'est comment voir, quelle analyse peut-on faire pour pouvoir inclure plus de voix. Voilà, donc, et je pense qu'il y a beaucoup de façons de le faire. Beaucoup de façons de le faire et puis tu nous en as proposé beaucoup et on te remercie de ta générosité, de ton ouverture de cœur. Aïssatou Touré, président du Conseil de la communauté nord de Gatineau, on te dit merci d'être passé à notre émission et puis vous qui avez écouté, on espère que vous avez aimé et on vous souhaite de passer une excellente... faites tout ce que vous êtes en train de faire et puis on vous remercie d'avoir écouté, d'avoir pris le temps et à la prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Le
Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 heures, venez créer la magie de Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. Cette semaine, sur Pêche Évasion, on pêche le saumon sur le lac Ontario. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca.